Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. La Côte d'Ivoire franchit un cap vers une meilleure gouvernance économique. La facture normalisée électronique est désormais une réalité. Cette réforme d'envergure portée par le gouvernement a été lancée par le Premier ministre Robert Begré-Mombé. Le but est de rendre l'administration fiscale plus moderne, efficace et transparente. Le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, a pris part à une réunion des parlements membres de l'Union du fleuve Mano à Monrovia au Libéria. L'enjeu est de renforcer la coopération parlementaire sous-régionale. Les échanges ont porté donc sur un projet majeur, la création d'un parlement de l'Union du fleuve Mano. Ce sont les vacances scolaires et Abidjan se transforme en un vaste espace de détente. Parcs, terrains et centres de loisirs attirent les jeunes en quête de divertissement. Mais derrière cette effervescence, quelle activité pour occuper sainement les enfants et surtout quelle garantie pour leur sécurité? Nous irons à la rencontre des vacanciers au cœur de cette ambiance. Enfin, le président algérien propose sa médiation au Mali pour relancer le processus de paix dans le nord du pays, mais il pose ses conditions, pas de mercenaires à sa frontière, une mise au point ferme dans un contexte régional toujours fragile. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Très heureuse de vous retrouver en ce début de semaine. On démarre tout de suite avec 3 mots-clés: transparence, contrôle, modernisation. La facture normalisée électronique est désormais une réalité en Côte d'Ivoire. Cette réforme a été lancée aujourd'hui lundi par le Premier ministre Robert Begré-Mombé. Notre pays franchit ainsi le cap vers une gouvernance économique plus efficace. Jean-Luc Bambo. À l'ère de la dématérialisation, la Côte d'Ivoire franchit un nouveau cap dans la modernisation de son administration fiscale. La Direction générale des impôts innove avec le lancement officiel de la facture normalisée électronique, outil numérique à la fois pratique, transparent et traçable. L'économie ivoirienne aborde un nouveau virage. Dans sa quête de modernisation et de performance, et c'est ensemble que nous pouvons et devons y contribuer en adoptant la facture normalisée électronique qui est un outil moderne de gestion. Ce nouveau système repose sur la digitalisation complète des factures, un atout majeur pour améliorer la traçabilité des transactions commerciales, lutter contre la fraude fiscale et renforcer la concurrence loyale. Il s'agit de lutter efficacement contre la fraude, contre l'évasion fiscale et de rétablir la justice et l'équité fiscale, ce qui permet corrélativement de rehausser de façon significative le niveau de recettes intérieures. Avec cette réforme, toutes les entreprises, quel que soit leur régime, sont désormais tenues de délivrer des factures électroniques, une obligation légale qui s'inscrit dans une ambition plus vaste: digitaliser l'ensemble des services fiscaux pour un meilleur service aux usagers. Cet outil a aussi été conçu pour vous permettre d'affiner votre système de facturation et d'être en conformité avec les obligations fiscales qui vous incombent. Je suggère donc par conséquent que nous l'approprions et que nous soyons les ambassadeurs résolus de cette solution informatique. Ce faisant, nous agirons comme des entreprises citoyennes, car les services fiscaux, ce n'est pas juste le paiement spontané et volontaire de l'impôt, c'est aussi l'adhésion aux différentes réformes portées par l'administration fiscale. À la fois écologique, économique et stratégique, la facture normalisée électronique marque un tournant décisif vers une Côte d'Ivoire plus numérique, plus compétitive et plus transparente. Un communiqué vient de nous parvenir. Il émane de la commission électorale indépendante. Le communiqué est lu pour vous par Didier Nguesson. Dans le cadre de l'organisation de l'élection du président de la République du 25 octobre 2025, la commission électorale indépendante CEI invite les propriétaires ou gérants d'imprimerie
installé sur le territoire des 13 communes du district autonome d'Abidjan et intéressé par l'impression des documents électoraux, a adressé une demande d'agrément à Monsieur le Président de la Commission électorale indépendante. La demande d'agrément doit comprendre les éléments suivants: identification de l'imprimerie, la dénomination aux raisons sociales, le siège social, la localisation géographique de l'entreprise, les références professionnelles de l'entreprise, le nombre d'employés. Documents administratifs, l'attestation d'inscription au registre du commerce et du crédit mobilier, l'attestation de non-redevance au Trésor public, l'attestation de régularité fiscale, un certificat attestant que l'imprimeur est en règle vis-à-vis de la Caisse nationale de prévoyance sociale, CNPS, une attestation de non-faillite délivrée par le greffe du tribunal du siège social, la liste des moyens techniques dont dispose l'entreprise, une brève description du plateau technique de l'entreprise, pièces administratives du gérant, un extrait d'acte de naissance ou jugement supplétif en tenant lieu, un certificat de nationalité ivoirienne, un certificat de résidence, un extrait de casier judiciaire de moins de 3 mois, une attestation de non-faillite délivrée par le greffe du tribunal du siège social. Les documents dûment constitués doivent être déposés au secrétariat du premier vice-président de la CEI au plus tard le 29 août 2025. Nota bene, toute demande d'agrément incomplète est irrecevable. Et à quelques mois justement de cette présidentielle, la CEI s'attelle à une bonne organisation et notre pays qui renforce son engagement en faveur de la paix. Le gouvernement a donc lancé une vaste initiative citoyenne à travers le projet Jeunes bénévoles de la paix. 6500 jeunes ont été investis pour devenir des ambassadeurs du vivre ensemble au sein de leur communauté. Marina Menza, Grace Kando, Basile Kwasi. À l'approche de l'élection présidentielle de 2025, la Côte d'Ivoire veut prévenir d'éventuelles tensions en s'appuyant sur sa jeunesse. Le gouvernement mise sur l'engagement citoyen pour éviter les conflits et renforcer l'unité nationale, lancement alors du projet Jeunes bénévoles pour la paix. Objectif, faire de ce scrutin un moment d'unité. Nous sommes engagés pour que la paix soit notre combat. Aujourd'hui, je suis pour la paix. Parce qu'il n'y a plus rien d'autre très important que la paix. Le projet s'appuie sur une expérience pilote réussie dans la région du Cavali, zone historiquement sensible. Il sera déployé dans 17 régions avec des jeunes issus de tous les horizons politiques et communautaires. Les bénévoles recevront une formation en citoyenneté, civisme, gestion de crise, lutte contre la radicalisation et les discours de haine. Les Jeunes bénévoles pour la paix, c'est une réponse concrète au défi de la paix et de la cohésion avant, pendant et après les élections. Et donc, localement, les préfets et les sous-préfets vont nous aider dans le suivi quotidien des activités de ces jeunes. La jeunesse est la solution et non le problème. Oui, aujourd'hui, chers jeunes, avec vous, nous voulons changer le narratif de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Le projet Jeunes bénévoles pour la paix s'inscrit donc dans une dynamique transformationnelle d'appropriation et de promotion de culture de paix. Représentant le Premier ministre, la ministre d'État Anne-Désirée Ouloto a rappelé la responsabilité qui pèse sur ces jeunes. Je vous exhorte à accomplir votre mission avec la plus grande conscience en observant scrupuleusement ces principes. Maintenir une neutralité absolue en toutes circonstances, qu'elles soient politiques, religieuses ou ethniques. Respecter les personnes, leurs croyances, leurs opinions et différences. Privilégier l'écoute, privilégier le dialogue et la médiation dans le règlement des différends. Une mobilisation saluée par Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale. À quelques mois du scrutin, ces jeunes incarnent une Côte d'Ivoire qui choisit la paix comme priorité nationale.
Et justement, on fait écho de la paix partout. Le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, qui était à Monrovia, au Libéria, a pris part à une réunion des parlements membres de l'Union du fleuve Mano. L'enjeu est de renforcer la coopération parlementaire sous-régionale. Les échanges ont donc porté sur un projet majeur. Il s'agit de la création d'un parlement de l'Union du fleuve Mano. Envoyé spéciaux au Libéria, Barnabé Conan, Michel Mambo. Les présidents des parlements membres de l'Union du fleuve Mano réunis à Monrovia, au Libéria. Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, et ses pairs du Libéria, de la Guinée et de la Sierra Leone travaillent à la création d'un parlement de l'Union du fleuve Mano. Ce nouveau cadre de concertation, en plus de représenter un outil stratégique pour renforcer la coopération entre nos 4 pays, viendra soutenir la stabilité sous-régionale et rapprocher nos peuples. Mieux, ce cadre de concertation sera une composante forte pour le raffermissement et le renforcement de notre organisation sous-régionale, la CEDEAO. En entendant la réalisation de ce projet et les orientations des chefs d'État des 4 pays membres de l'Union du fleuve Mano, Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, Richard Nagbekoun, président de la 55e législature du Libéria, Segepo Thomas, président du Parlement de la Sierra Leone, et Dansa Kourouma, président du Conseil national de la transition de Guinée, jettent les bases d'une solidarité parlementaire en mettant sur pied un cadre de concertation. Nous avons appris, parfois au prix fort, que nos destins sont intimement liés. Nous avons compris que les défis de l'un sont les défis de tous et que nos réponses doivent être mutuelles, coordonnées et solidaires. C'est un projet, c'est une initiative, c'est une perspective, mais aussi c'est un défi. Ensemble, nous devons porter ce projet auprès de nos gouvernements, de nos partenaires techniques et financiers, auprès de nos populations, mais surtout auprès de nos différents chefs d'État, chefs de l'exécutif, pour que nous puissions donc aller plus loin, de l'avant, pour le bonheur de nos populations. Créée en 1973 dans un élan de solidarité et d'union entre le Libéria et la Sierra Leone, l'Union du fleuve Mano a été rejointe en 1980 par la Guinée et la Côte d'Ivoire en 2008. La création de l'organe parlementaire du fleuve Mano devrait contribuer à redynamiser l'institution tout en consolidant les liens déjà étroits entre les pays membres. Voilà, tout comme on le voit, la coopération ivoiro-libérienne se raffermit, tout comme l'axe Yamoussoukro-Libreville. Justement, le ministre de la Communication, Amadou Coulibaly, l'Ivoirien, a reçu une délégation gabonaise en visite d'amitié et de travail dans notre pays. La mission est venue s'imprégner de l'expérience ivoirienne en matière de télévision numérique terrestre. Un modèle salué par les visiteurs comme une réussite régionale dans le domaine, nous rapporte Malika Coulibaly. C'est à Abidjan que le nouveau ministre de la Communication et des médias du Gabon a choisi d'effectuer sa première visite officielle. Nommée en mai dernier, Marie-Paul Gondjou est venue s'imprégner de l'expérience ivoirienne en matière de télévision numérique terrestre, un domaine où la Côte d'Ivoire fait figure de modèle sur le continent. En matière de communication, la Côte d'Ivoire a fait la migration vers la télévision numérique terrestre. Le Gabon va faire sa migration à partir de cette année. Donc il fallait que nous venions voir effectivement chez nos frères comment les choses se sont passées pour qu'ils puissent nous enseigner de ce qui est bon et de ce qui est parfois mauvais, auquel il faut faire attention. Entre le Gabon et la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de nuages, il n'y a que le soleil, n'est-ce pas, qui irradie nos 2 pays. Une démarche saluée par le ministre ivoirien de la Communication, Amadou Coulibaly, qui voit dans cette visite une reconnaissance du leadership de la Côte d'Ivoire dans le domaine de l'audiovisuel. Le ministre est là pour s'imprégner du modèle ivoirien en termes de déploiement de la télévision numérique terrestre. Nous avons un relatif succès, donc je ne veux pas aller, je dirais, dans l'autosatisfaction. Nous continuons
à travailler sur notre TNT, mais pour le peu que nous avons déjà franchi comme pas, il est important de le partager avec nos frères du Gabon et qu'ils puissent s'inspirer donc des meilleures pratiques que nous avons eu en termes de déploiement. À cette occasion, Amadou Koulibaly a annoncé l'ouverture des portes des structures techniques ivoiriennes à la délégation gabonaise. Une immersion concrète pour renforcer la coopération entre les deux pays autour d'un enjeu stratégique, la transition numérique au service de l'information. Voilà, et la haute autorité de la communication audiovisuelle AK a également accueilli ce lundi la délégation gabonaise venue, je rappelle, s'inspirer de l'expérience ivoirienne en régulation audiovisuelle, notamment sur la télévision numérique terrestre, TNT. Une séance de travail riche d'échanges avec la direction de la AK autour de la gouvernance, du contrôle et du développement du secteur. La Côte d'Ivoire rayonne et inspire. Voilà pourquoi l'innovation s'installe paisiblement dans notre pays avec le lancement du ProIA. C'est un programme ambitieux pour développer l'intelligence artificielle. Cette initiative ouvre donc de nouvelles perspectives pour l'économie nationale, tant dans le secteur public que dans le privé, nous rapporte Juliette Ouéa depuis la Maison de l'entreprise au Plateau. En 2025, la Côte d'Ivoire, 114e sur 132 pays en matière d'utilisation et de développement de l'intelligence artificielle. Et c'est la raison pour laquelle on s'est mis juste après avoir constaté cela au travail pour élaborer une stratégie nationale de l'intelligence artificielle et de la gouvernance des données afin de pouvoir justement adresser ce manque et obtenir un classement un peu plus meilleur. Un projet est donc élaboré pour inverser la tendance. Le programme d'appui au développement et à la vulgarisation de l'intelligence artificielle. Ce programme va combler le retard en mobilisant les universités, entreprises et autres institutions autour de solutions adaptées aux besoins locaux. L'Université Félix Houphouët-Boigny est prête à jouer ce rôle à travers ses centres de recherche, ses experts en intelligence artificielle, ses doctorants et ses plateformes technologiques. Elle offre un savoir de compétences et de créativité. Notre ambition est claire. Contribuer à l'essor économique de l'économie locale à travers des solutions concrètes. Nous croyons fermement que l'IA, bien encadrée et bien utilisée, peut devenir un accélérateur de progrès humain. Pour sa stratégie nationale de l'intelligence artificielle, la Côte d'Ivoire mobilise plus de 1000 milliards de francs CFA. Le pays veut ainsi se positionner comme hub sous-régional et leader africain de l'IA. Voilà, et pendant que la technologie avance dans notre pays, un autre combat mobilise les autorités ivoiriennes. C'est la lutte contre l'orpaillage illégal. Notez que ce fléau cause d'énormes pertes économiques à notre pays. Le ministre des Mines intensifie donc sa tournée de sensibilisation dans les régions les plus touchées avec un message clair. La solution doit venir de tous. Notre reporter Soro Corona revient pour nous sur cette lutte depuis la région du Ifou. Cratère béant, forêt éventrée, village encerclé. Dans l'Ifou, le Mourounou, le Bélier et le Nzi, l'orpaillage illégal laisse derrière lui un sillage de désolation. Face à ce fléau, le gouvernement mobilise. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie est allé à la rencontre des populations. Daoukro, Bongwanou, Tumodi, Demokro, Yamsoukro. 5 étapes pour une même mission. Sensibiliser, dialoguer, convaincre. Mamadou Sangafoua Koulibaly a été très clair. L'orpaillage illégal prospère avec la complicité passive ou active des communautés locales. Il faut que ça change. Il faut que les chefs terriens, les chefs traditionnels et les propriétaires terriens puissent être de ceux qui vont prendre le devant de cette lutte. Chaque année, plus de 100 tonnes d'or quittent illégalement le pays. Une saignée estimée à plus de 4 000 milliards de francs CFA. Selon les chiffres du ministère, 99% des orpailleurs s'installent avec l'accord des communautés locales. Il faut donc que les propriétaires terriens soient du côté de la solution, non du problème. Nous, autorités coutumières, nous avons un rôle prépondérant à jouer. Nous en sommes conscients, nous avons pris acte
Et je crois que chacun de nous va véritablement et sincèrement jouer sa partition pour que nous puissions atteindre cet objectif. Depuis 2021, plus de 1700 sites ont été démantelés. Mais le gouvernement veut aller plus loin, impliquer les communautés, structurer une alternative légale et encadrée. L'exploitation artisanale, semi-industrielle, opérer dans la légalité, avec un soutien aux communautés locales, est une source de revenus inestimable et permet à nos communautés de se développer en harmonie avec l'environnement. La répression seule ne suffit pas. La solution est d'abord locale. Le gouvernement entend venir en appui aux efforts des communautés qui s'organisent à travers la création de coopératives et l'octroi des permis artisanaux. La Côte d'Ivoire veut devenir une puissance extractive, mais avec responsabilité. À l'horizon, une gouvernance inspirée du modèle norvégien fondé sur la transparence et la traçabilité. Notre ambition, c'est de prendre l'exemple des pays qui ont exploité de manière responsable, équitable, leurs ressources naturelles au bénéfice des générations actuelles et des générations futures. Avant cette mission, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie a rencontré le 8 décembre 2023 la Chambre des rois et chefs traditionnels à Yamoussoukro pour les impliquer dans la lutte avant de lancer en juillet 2024 dans le district des Savanes l'offensive contre l'orpaillage illégal. Mamadou Sangafoua Koulibaly a sillonné les villes de Boundiali, Kong et Korogo. Le message est clair. Seule une alliance entre l'État et les communautés locales peut venir à bout de ces fléaux. Car la première mine d'or, c'est la conscience collective. Et en marge de toutes ces activités, la deuxième ville du pays prépare un événement historique qui nous engage tous. Bouaké s'active pour accueillir les festivités du 65e anniversaire de la Côte d'Ivoire. Et vous allez le voir, travaux d'embellissement et mobilisation citoyenne sont en cours pour offrir à la nation ivoirienne une célébration à la hauteur. Lorgoretti, Gladys Conan, Chaltatou nous plongent au cœur de cette préparation. C'est sur le boulevard Reine Pokou de Bouaké que se tiendra le 7 août 2025 la célébration officielle de la fête de l'indépendance en présence du président de la République Alassane Ouattara. À 3 semaines de cet événement national, les préparatifs vont bon train. Les barbelés placés pour sécuriser le périmètre du stade de la paix ont cédé la place à d'autres installations pour embellir et agrandir le lieu de la célébration. Les poteaux électriques du boulevard Reine Pokou n'ont pas été négligés, renouvelés. Nous sommes très en joie. Nos élus nous ont dit qu'il y avait plus de 64 ans qu'il n'y a pas d'indépendance à Bouaké. Et c'est une fierté pour nous. On dira que ce sera une fois de notre vie. Donc on va profiter de ces moments-là. Aujourd'hui, je reconnais la ville. Il y a un grand changement, très grand changement. La population de Bouaké, en tout cas, c'est un plaisir pour nous de voir le président ici fêter l'année à nous. Ailleurs dans la ville, plusieurs travaux sont en cours dans le cadre de ces festivités, notamment le bitumage de nombreuses voies, comme le cas de la rue qui part des anciens locaux de la CNPS faisant la jonction sur la A3 au quartier Djambourou. Le curage des caniveaux s'effectue également dans plusieurs quartiers. Les autorités locales s'emploient à faire du 65e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire une célébration mémorable. Elle compte donc sur la mobilisation, l'accueil chaleureux et l'implication des populations dans les actions d'embellissement et de salubrité de la ville. La veille, le 6 août 2025, le stade de la paix de Bouaké abritera la finale de la Coupe nationale Félix Houphouët-Boigny. Un concert populaire est également prévu à la place de la paix au quartier Air France de Bouaké. Quel beau programme. Et voilà comment Bouaké s'embellit pour le 7 août. Justement, tous les vacanciers se préparent pour cet événement car ce sont les vacances scolaires. Et Abidjan, vous allez le voir, se transforme en un vaste espace de détente, parc,
terrains et centres de loisirs attirent les jeunes en quête de divertissement. Mais derrière cette effervescence, quelles activités pour occuper sainement les enfants et surtout quelles garanties pour leur sécurité? Davis Oyo est allé à la rencontre des vacanciers pour recueillir leurs témoignages. Joie, éclat de rire et complicité entre parents et enfants. Un air de vacances souffle sur le parc Dominique Ouattara au cœur de la commune de Cocody. J'aime jouer au toboggan, balançoire et puis ballon. Ce père de 2 enfants profite de ces petits moments pour se rapprocher davantage de ses filles. L'année scolaire est terminée. Il faut qu'ils sortent un peu pour les loisirs, pour les égayer un peu. Je choisis des espaces un peu agréables pour échanger, pour les faire jouer les jeux, pour qu'ils soient heureux. Ici, plusieurs jeux s'offrent gratuitement aux vacanciers. Le football, le toboggan, le jeu d'équilibre, le parcours du combattant, le vélo, la balançoire et le rolling. Je pratique le roller pour me divertir. À cette série, ne rate aucune occasion de passer du bon temps au parc. J'aime venir ici au parc. J'aime beaucoup m'amuser. C'est chacun et m'amuser avec mes petits frères. Ça me plaît. J'aime le parcours du combattant parce que ça m'apporte la joie et ça me permet d'être aussi fort. Ces activités permettent aux tout petits de s'égayer sainement durant cette période de repos sous le regard bienveillant des parents. Pendant les vacances, il faut pouvoir occuper sainement les enfants. C'est-à-dire que, par exemple, on les envoie au parc aujourd'hui, comme c'est le week-end, ils ont besoin de stresser. Aux côtés des enfants, des étudiants aussi pour profiter de ces instants de détente. Vu que l'année scolaire n'a vraiment pas été facile, du coup les vacances ont été vraiment un bon moyen pour nous de pouvoir nous retrouver, de pouvoir pique-niquer, échanger. Si certains vacanciers ont choisi les parcs, d'autres préfèrent les agoras, ces complexes sportifs, sociaux, culturels. Sur ces sites, les espaces de jeu sont loués à l'heure et les prix varient également en fonction des jours. À l'Agora de Koumassi, le coût de la location des terrains non couverts commence à partir de 1 750 francs l'heure et pour les terrains couverts à partir de 3 500 francs CFA et parfois plus. Malgré ces tarifs, le site ne désemplit pas. 15 000 visiteurs effectuent le déplacement par semaine, dont plus de 5 000 vacanciers. Cet après-midi, le Koshindo est au programme. Pendant les vacances, j'aime pas quitter la vie du sud. Ça me permet de me couper seulement. Cet art martial détend les pratiquants. Le Koshindo apporte aux enfants pendant les vacances à pouvoir se canaliser, pour pouvoir mieux apprendre à se maîtriser, apprendre la discipline, pouvoir mieux encore apprendre encore à l'école. Un peu plus loin, le ballon rond roule pour Chris et ses camarades, des amoureux du football. Pendant les vacances, j'ai décidé de jouer au foot parce que le foot c'est ma passion. Ça me permet de mieux m'entretenir. L'Agora, cette initiative du gouvernement, répond à une problématique bien précise. L'Agora a un crucial besoin d'espace adéquat, protégé, permet aux enfants en tout cas de venir s'épanouir ici, jour comme de nuit. On a prévu un stage vacances également pour les tout petits de 5 à 12 ans où on a au programme d'activités sportives, d'activités culturelles avec la bibliothèque. Pendant ces vacances scolaires, une palette d'activités s'offre aux élèves. Gratuits ou payants, ces moments de distraction concourent à leur bien-être, mais aussi à leur épanouissement.
Voilà, pour des vacances utiles, vous avez une belle destination, c'est bien sûr la Côte d'Ivoire. Pour conclure, cap maintenant sur l'actualité internationale de l'Asie à l'Afrique. Le monde vit des moments forts. On va marquer 3 escales au Mali, au Burkina Faso et au Bangladesh dans un récit signé Konaté Moussa. Le président algérien propose une médiation entre le pouvoir militaire malien et les rebelles du Nord. Devant la presse vendredi, Abdelmadjid Tebboune a réaffirmé l'implication de son pays dans la recherche de la paix au Mali, mais refuse la présence de mercenaires aux frontières. Au Burkina Faso, plusieurs commerçants ont été enlevés à Ouagadougou pour avoir critiqué une opération du ministère du Commerce. Quelques jours après, 2 de ces commerçants sont réapparus en tenue militaire dans une vidéo. Ils ont présenté leurs excuses au gouvernement. 20 morts et 171 blessés, c'est le bilan du crash d'un avion de l'armée du Bangladesh. L'avion s'est écrasé sur une école lors d'un vol d'entraînement provoquant ainsi une explosion et un incendie. Les victimes sont pour la plupart des écoliers âgés de 8 à 12 ans. Ainsi va le monde, point final de ce 20h. Mais ne décrochez surtout pas. Juste après ce JT, vous aurez votre magazine La Côte d'Ivoire en marche qui sera consacré aujourd'hui au ministère du patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques. L'émission est présentée par Delphine Blas et réalisée par Cissé Images. Passez une très belle soirée sur RTI 1. Moi, je vous dis à demain 20h dans la paix.